de la provincia de Buenos Aires. Excusez-moi l'accent, hein, c'est pas terrible. Je sais bien, je sais ça, je fais ça moins bien que vous. Et pour finir, Maria Rita Otero nous parlera des schèmes d'utilisation des enseignants de mathématiques en service d'un parcours d'études et de recherche de la même université. Je vous remercie. Merci, merci, Chen. Je crois que je veux seulement dire que Véronique, elle vient d'arriver à l'université parce qu'elle a eu un coupe d'électricité chez elle. Et, et c'est pour ça que nous attendons un peu. Mais nous commençons. Si Grégory, si tu es d'accord, on passe la parole pour toi. D'accord, merci. Bonjour à tous, hein, merci pour cette invitation. Hein. Donc, je suis de l'Université de Nantes en France, hein, et donc je tenais à remercier toute l'équipe de l'organisation donc de ce travail autour de la théorie de la conceptualisation dans l'action, avec donc bilan et perspective. Hein, et pour ma part, donc je serai, j'imagine, comme les collègues, plutôt dans des perspectives. Donc, je me permets de partager mon écran. Vous me direz si vous avez, si vous voyez bien mon écran. Oui? Oui. D'accord, voilà. Pardon? Oui, on peut voir ton écran. D'accord. Alors, du coup, je me permets de commencer. Hein. Donc, effectivement, donc, dans l'introduction, je voulais déjà parler de la fécondité de la théorie de la conceptualisation dans l'action, pour rappeler donc les apports de cette théorie pour l'enseignement-apprentissage. Hein, donc, l'apport n'est plus à démontrer pour ce qui concerne la didactique des mathématiques, mais également, vous allez le voir aussi, donc, pour la didactique professionnelle, hein, et notamment l'approche instrumentale de Pierre Rabardel, hein, qui est aussi dans la continuité donc, de l'œuvre de Gérard Vergniaud concernant donc, la théorie de la conceptualisation dans l'action. Donc, je vais donc partir de Gérard Vergniaud, mais assez vite, je vais aller donc vers justement ces perspectives liées aux travaux de Pierre Pastré et de Pierre Rabardel. Donc, effectivement, hein, donc la théorie de la conceptualisation dans l'action nous explique que l'action est organisée, hein, que l'activité est organisée, elle est organisée autour de schèmes et de jugements mobilisés dans l'action, hein, donc basés sur, pour le dire comme le dirait Gérard Vergniaud, donc sur des concepts ou des théorèmes en acte, hein, donc des principes tenus pour vrais, hein, qui vont permettre justement de pouvoir à la fois prendre en compte les éléments des situations pour s'y adapter, et à la fois pouvoir, je dirais, orienter et réorienter l'action du sujet, hein, réorganiser son action, parfois même donc en cours d'activité, si je puis dire. Comme nous le dit Gérard Vergniaud, hein, le sens, c'est justement les schèmes, autrement dit l'activité. Hein. Donc, le sens fait nécessairement appel aux situations, hein, parce que les schèmes, contrairement, on pourrait dire, aux schèmes assez universels de Piaget, hein, les schèmes de Gérard Vergniaud donc, se constituent donc dans des classes de situations, hein, donc ont une certaine localité, entre guillemets, mais c'est aussi ce qui fait leur robustesse et leur puissance. Hein. Donc, c'est justement cette adaptation au contenu et aux situations. Alors, comme je vous le disais, donc, les travaux de la conceptualisation dans l'action ont eu une grande fécondité, et ils ont pu notamment inspirer à la fois les travaux de Pierre Pastré pour la didactique professionnelle, et à la fois les travaux donc, de Pierre Rabardel donc, dans l'approche instrumentale. Donc, pour la didactique professionnelle, hein, donc, le but, c'est l'analyse du travail en vue de la formation des compétences professionnelles, ou plus largement, en vue du développement chez les adultes, hein, et notamment à travers le travail et par le travail.
Concernant l'approche instrumentale de Rabardel, on peut aussi lui trouver d'autres noms, hein, donc, avec l'approche médiatisée par les instruments, on l'appelle parfois aussi. Donc, il s'agit donc de prendre en compte le fait qu'un artefact va devenir un instrument en situation en s'intégrant, on pourrait dire, au schème du sujet, justement. Donc, dans les situations, en s'intégrant à l'activité du sujet, mais cela va nécessiter justement de la part du sujet une appropriation, une construction, une adaptation à ces artefacts pour que ces artefacts s'inscrivent dans son activité et deviennent ce que Rabardel appelle des instruments, hein. Donc les instruments, c'est à la fois l'artefact, quelque chose qui est extérieur au sujet et qui est devenu et qui s'est intégré à ses schèmes. Donc, l'instrument renvoie à la fois à l'artefact et à la fois du côté du sujet, donc au schème du sujet, donc à l'organisation de l'action du sujet. Donc, pour qu'il y ait genèse instrumentale, on pourrait dire, hein, une certaine forme de genèse instrumentale, qui est l'instrumentation, hein, il faut que le sujet donc, prenne en considération la logique de fonctionnement, hein, et le résultat produit à l'aide de l'artefact. Donc, le sujet va devoir intégrer donc, dans son activité une partie de l'activité qui est donc liée au schème d'utilisation, donc au schème d'usage, pour pouvoir mobiliser cet artefact dans son activité tournée vers ses propres buts, ses propres intentions, si je puis dire. Alors, je voulais aussi interpeller les collègues sur le fait que donc, Pierre Rabardel est aussi sculpteur, hein, et du coup, en dessous, là, on revoit donc Inconnaissance, qui est donc des objets donc réalisés justement par Pierre Rabardel lui-même. Donc voilà mon propos. Donc après cette introduction qui voulait revenir sur la fécondité de la théorie de la conceptualisation dans l'action pour justement nourrir l'approche de la didactique professionnelle et aussi l'approche de la théorie instrumentale de Rabardel, hein. Je voulais donc vous parler de l'activité enseignante caractérisée du point de vue de la didactique professionnelle pour aller vous parler d'une activité enseignante très particulière qui est l'activité de planification, hein, avec justement prenant en compte donc l'approche instrumentale, hein, à savoir donc les artefacts qui, intégrés à l'activité du sujet, lui permettront de pouvoir planifier son activité et bien sûr celle de ses élèves dans du court terme, mais aussi dans du long terme. Et je finirai par quelques éléments de conclusion sur la conception de formation basée sur l'analyse de l'activité en didactique professionnelle. Mais avant tout cela, je voulais un petit peu mieux caractériser l'évolution des métiers en reprenant une partie des travaux de Pierre Pastré, qui avait présenté donc une conférence où il montrait donc l'importance donc de cette évolution dans le travail. Donc, dans cette première partie, voilà, je vais aller donc vers les caractéristiques des métiers qui vont se transformer au fur et à mesure, on pourrait dire, de l'évolution du travail. Donc, on pourrait distinguer, comme le fait Pierre Pastré, hein, ce qu'il appelle les vieux métiers, hein, ou on pourrait dire les métiers traditionnels, hein, comme celui d'ébéniste, hein, où le travail va porter sur un objet bien identifié, hein, par exemple fabriquer des meubles, hein, et va relever d'un travail ou d'une pratique globalisante du fait que le travailleur va travailler depuis la conception jusqu'à la réalisation, la finalisation et puis parfois la réparation, hein, donc de l'objet fabriqué, hein. Donc, l'artisan, en fait, hein, va intervenir à toutes les étapes du travail, hein, autour de cet objet. Le travail repose sur un ensemble de gestes et de processus qu'on pourrait dire un peu quasi immuables, hein, tant que les objets et les produits ne changent pas, hein. Bien évidemment, si on change les produits, il va falloir transformer l'activité, hein. Mais si on travaille entre guillemets sur des matières nobles entre guillemets comme le bois, ben voilà, donc il va y avoir un métier qui va s'appuyer donc sur les propriétés des outils pour travailler le bois et des matériaux.
Donc là, ce qui est intéressant dans ce que caractérise Pierre Pastré sur ces métiers dits traditionnels, hein, c'est que la validation du résultat est immédiate, hein, puisqu'on peut voir la qualité du meuble, entre guillemets, hein, qui va donner donc la qualité du travail effectué, hein, même si bien évidemment, parfois, la qualité je dirais, d'une partie du meuble, hein, n'est pas toujours visible directement par le novice, hein, mais peut être prise en compte par le travailleur expérimenté. Alors, bien évidemment, le travail évoluant, on arrive à ce moment du taylorisme, comme nous dit Pierre Pastré, hein, donc qui va justement transformer le travail et notamment la partie globalisante du travail, hein, avec introduisant cette rupture entre d'un côté l'activité de conception, hein, qui est rendue, je dirais, si je puis dire, distincte de l'activité d'exécution, hein, avec l'idée que les ouvriers n'auraient plus qu'à exécuter un travail de conception qui a été réalisé, par exemple, dans un bureau d'études. Bien évidemment, tous les ergonomes, tous les analystes du travail savent très bien que cette distinction n'est pas complète, entre guillemets, hein, et qu'il existe toujours un travail d'adaptation, y compris du point de vue de l'ouvrier qui dont l'activité ne devrait se résoudre qu'à l'exécution, mais bien évidemment, il y a tout un ensemble d'adaptations. Certains auteurs vont parler de travail en miettes, hein, dans le sens que justement, le métier est découpé, hein, en plus d'être déjà découpé entre la partie conception et exécution, il y a parfois en plus un découpage très très fort sur la partie exécution, avec notamment le travail à la chaîne. Et puis, on arrive à de nouvelles formes d'activités, hein. Certaines activités, justement, ne peuvent pas être réduites à un travail mis en miettes, si je puis dire, hein, séparé, hein. Et notamment, par exemple, dans le secteur industriel, hein, on va parler de pilotage de systèmes automatisés ou de systèmes socio-techniques, hein, donc, qui nécessitent donc une organisation à la fois sociale et à la fois technique, hein. Et on va parler d'environnement dynamique. Et donc, dans cette activité de conduite de processus complexes, hein, les installations donc sont complexes, donc il y a déjà des interactions entre les différents éléments de travail, et en plus, ces processus ou ces phénomènes vont avoir une dynamique propre, hein, et il va falloir donc continuer en fait à les contrôler et voire même à anticiper cette dynamique pour que l'opérateur puisse maîtriser ces environnements dynamiques. Alors, pour vous donner quelques exemples, hein, les premiers environnements dynamiques analysés, hein, ont porté, par exemple, du côté des travaux de Pierre Pastré sur la conduite de centrales nucléaires, hein, mais on s'est aussi intéressé, par exemple, au pilotage d'avions, hein, à la gestion des feux de forêt, par exemple, hein. Donc, par exemple, en ce qui concerne la gestion des feux de forêt, hein, bien évidemment, les pompiers, pour pouvoir maîtriser les incendies, hein, vont à la fois devoir maîtriser comment fonctionne un feu de forêt, hein, mais aussi l'environnement, la prise en compte des aléas, des paramètres, par exemple, liés à la vitesse du vent, à la direction du vent, hein, mais également d'autres éléments tels que le matériel et les hommes disponibles, hein, qui vont et puis le temps de mobilisation de ces différents moyens. Et bien évidemment, donc, il va falloir anticiper, par exemple, l'évolution du feu de forêt, ce qui va parfois entraîner certains travailleurs expérimentés à décider de ne rien faire, par exemple, parce que le feu de forêt va aller s'éteindre de lui-même, compte tenu des paramètres, hein, compte tenu de la configuration, le sens du vent qui va aller donc vers un endroit où il y a peu de végétaux à brûler et qui va être contenu, par exemple, par une rivière ou quelque chose comme ça. Donc, face à ces situations dynamiques, les professionnels ont une nécessité à la fois de conceptualiser justement les différents paramètres qui jouent dans la dynamique du phénomène, mais également aussi d'anticiper justement
les transformations de ces phénomènes. Donc, la compétence ne concerne plus seulement l'exécution ou la conception, elle va aussi concerner le quoi faire, mais surtout à savoir quand le faire et à quel moment il est opportun de le faire. Et parfois, il est peut-être même plus opportun de ne rien faire, compte tenu du fait que, par exemple, le système va revenir à l'équilibre, par exemple, quand il s'agit de déséquilibre dans les centrales nucléaires entre le circuit primaire et le circuit secondaire. On pourrait s'intéresser à d'autres systèmes dynamiques, tels que les cultures en agriculture, même si, bien évidemment, on est dans une dynamique à tempo, entre guillemets, plus lent. Hein. On n'est pas dans une situation d'urgence comme dans la gestion d'un feu de forêt, mais on est dans une anticipation sur du très long terme. Hein. Par exemple, la taille de la vigne, les travailleurs anticipent sur les 4 ou 5 ans à venir, donc le geste ayant une influence sur la suite du développement des végétaux. Alors, bien évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle l'entrée dans la société de service, hein, donc on pourrait dire une 4e transformation dans le travail actuel. Hein, et on va retrouver donc dans cette activité toutes les activités qui sont des activités où on agit avec et pour d'autres humains. Donc, ce sont toutes les activités de service, et y compris donc les activités de la vente, des banques, des assurances, mais bien évidemment les métiers de l'enseignement, de la formation, mais aussi de la santé et du travail social ou de l'accompagnement et des services à la personne. Donc, dans ces métiers, on est à la fois, on doit à la fois prendre en compte ce que les auteurs appellent une activité discrétionnaire, c'est-à-dire que le travail, là, pour le coup, n'est pas défini par quelqu'un d'autre. Hein. En fait, ce qui est défini, ce sont des résultats, mais la manière de travailler, la façon de faire, va être, je dirais, à la discrétion donc, du professionnel. Donc, on se détache, là, du coup, des tâches de type taylorienne, hein, avec donc une activité qui va être définie, presque auto-prescrite par le travailleur lui-même, en grande partie, notamment sur le comment faire. Hein. Donc, on va donner les buts génériques, mais on ne va pas expliquer le comment faire étant dévolu aux professionnels. Donc, ce sont des activités où on travaille essentiellement, c'est essentiellement du co-travail, de la coactivité. C'est une activité, on pourrait dire, de dialogue ou une activité collective partagée avec un bénéficiaire, par exemple, pour le travail social ou pour un assuré, avec un patient pour le travail de la santé, avec un élève, un apprenant, un étudiant pour le travail de l'enseignement. Donc, dans ce type d'activité où on pourrait dire le langage devient pragmatique, dans le sens où dire c'est faire, parce qu'on va co-construire les éléments en dialoguant avec les acteurs, et bien souvent, ce type de métier nécessite une grande expérience des situations. Et donc, l'âge va être un atout. Alors, bien évidemment, vous avez compris que si j'ai introduit donc ces aspects liés à ces nouveaux types de métiers, c'était pour mieux vous parler des métiers de l'enseignement, qui sont justement des métiers confrontés à justement des situations dynamiques. On pourrait dire que la gestion d'une classe relève de la gestion ou du pilotage d'un environnement dynamique, hein, donc avec Janine Rogalski, hein, qui nous a proposé donc un travail qui était intitulé « Y a-t-il un pilote dans la classe ?» hein, et qui s'intéressait à l'activité de l'enseignant comme pilote d'un environnement dynamique. Donc, la classe a sa dynamique propre, ce qui fait que parfois, l'enseignant, ne s'adaptant pas avec souplesse à cette dynamique, peut justement, je dirais, faire en sorte que cette dynamique évolue vers un mode dégradé, en fait, hein, et ne soit pas propice aux apprentissages. Et parfois, l'enseignant choisit de rien faire parce que, justement, les apprentissages se réalisent presque d'eux-mêmes, entre guillemets. Hein. Bien évidemment, il y a une tâche qui a été proposée aux élèves, hein, et si tout fonctionne bien, l'enseignant n'aura que peu d'intervention, hein, dans la fameuse gestion de cet environnement dynamique, même si, bien sûr, il va devoir être aux aguets pour justement définir à quel moment peut survenir, je dirais, justement un incident. Alors,
quelques éléments pour caractériser, si je puis dire, l'activité enseignante du point de vue de la didactique professionnelle. Là, je renvoie à des travaux de Pierre Pastré qui s'est intéressé vers 2008 à l'activité enseignante. Et il nous dit que l'activité enseignante serait caractérisée par une structure conceptuelle, c'est-à-dire une partie cognitive de cette activité qui serait complexe et composite, mais qui serait liée donc aux objectifs, au but de l'acteur, qui serait d'une part d'enrôler les élèves dans la tâche, donc les amener à s'inscrire dans l'activité qu'il aurait proposée. Donc l'enseignant est en quelque sorte un prescripteur de travail pour les élèves, mais le but n'est pas tant que les élèves soient enrôlés dans la tâche, c'est surtout que les élèves puissent apprendre en fait. Donc le but de l'enseignant, c'est de produire des apprentissages chez les élèves. Et cela, on pourrait dire, pour aller encore plus loin, pour entraîner du développement de la part des élèves. Donc on voit que c'est une activité qui est pas facile parce que on voit bien que là, le résultat de l'action est plutôt à très long terme et n'est pas immédiat. On ne va pas voir le développement directement du développement chez les élèves. Et même les apprentissages, on va voir des apprentissages au fur et à mesure du temps. Donc, une métaphore qu'avait utilisée Pastré pour justement essayer de concevoir, je dirais, la structure conceptuelle de l'activité des enseignants, c'était en s'appuyant sur la métaphore des pilotes d'avion. Donc, vous voyez, j'ai repris dans mon propos plusieurs fois le pilotage d'avion, qui est donc effectivement une activité, comme je vous l'ai dit, en situation dynamique, parce que l'avion, on peut ne rien faire, laisser l'avion filer, je dirais, en vitesse de croisière, si on est sur un pilotage automatique. Mais bien évidemment, le but va être de piloter, je dirais, en avant de son avion, en avant de l'événement, en avant de l'accident, c'est-à-dire d'anticiper justement les aléas qui peuvent survenir. Donc, Vallot, Pastré reprend les travaux de Vallot en psychologie ergonomie, qui s'était intéressé donc, au fait que les pilotes, justement dans la tradition des pilotes, les pilotes vont parler en fait du vol technique optimal que personne ne fait, donc c'est le vol souhaité, le vol parfait qu'on voudrait faire, mais personne ne le fait parce qu'il est trop parfait. Le vol planifié, justement, donc le vol qu'on a prévu, qui prend en compte justement la compétence du pilote lui-même, qui prend en compte le sujet lui-même et qui se détache de l'idéal. Mais bien évidemment, c'est le vol que personne ne suit, c'est celui qui était prévu. Mais bien évidemment, en s'ajustant et en s'adaptant aux aléas, on va s'éloigner de ce vol planifié. Donc, il y a le vol effectué, qui est justement celui qui est caractérisé par les écarts contrôlés par rapport au vol qui était prévu, le vol planifié, de manière à pouvoir s'éloigner et à pouvoir rester éloigné, à pouvoir se maintenir très très loin de ce que Vallot appelait le vol redouté, donc celui que tout le monde cherche à éviter, car il entraînerait des écarts qui seraient intolérables par rapport à l'objectif qui était visé. Donc, Pastré nous dit « osons la comparaison et remplaçons vol par le mot cours », et il nous dit donc on aurait chez les enseignants le cours optimal planifié, le cours parfait que l'enseignant portrait robot pourrait mettre en œuvre, mais que personne ne fait en réalité, le cours planifié que l'enseignant va devoir planifier pour prévoir ce qu'il a à faire et prévoir ce qu'il a à donner à faire aux élèves, mais il sait qu'il ne le suivra pas exactement. En tout cas, l'enseignant expérimenté, peut-être que justement l'enseignant trop novice voudra trop plaquer au cours planifié, ce qui va peut-être justement le gêner dans son activité, parce qu'il ne voudra pas reconnaître justement les écarts qui pourtant resteront acceptables au regard du cours planifié, avec donc le cours effectué, et puis par contre qui lui permettra bien évidemment de se garder très très loin du cours redouté, celui qui justement ferait donc que la classe ne pourrait plus se réaliser en fonction des objectifs qui étaient visés. Donc en fait, Pierre Pastré nous dit que le pilote de la classe, qui est l'enseignant, va essayer donc de gérer la classe par une enveloppe. Donc il dit c'est une gestion d'enveloppe. Donc le but, ce n'est pas de tenir absolument au cours programmé ou au cours planifié. Le but, c'est
surtout de ne pas aller vers le cours redouté, et c'est de rester dans cette enveloppe entre le cours redouté et le cours programmé, hein, en essayant de se tenir au cours programmé et en s'éloignant du cours le plus possible du cours redouté. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme élément de structure conceptuelle donc, de la part de l'enseignant vu par Pastré. Donc il nous dit aussi, bien évidemment, que l'activité enseignante, hein, c'est une activité qui est aussi une activité indissociable de l'activité des élèves. On parle de coactivité, donc peut-être que on pourrait dire qu'il y a parfois des copilotes dans la classe, hein, donc des élèves qui vont aussi réaliser avec l'enseignant, hein, le copilotage de la classe à certains moments. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, mais je reprends, donc c'est une activité où l'objet à transformer n'est pas directement observable. Hein. Les apprentissages, on ne les voit pas directement chez les élèves. Hein. La transformation de leur représentation, hein, va devoir passer donc, par un temps plus long, hein, et des observables intermédiaires. Voilà. Alors, avec tous ces éléments, je voulais donc aborder donc une recherche que j'ai réalisée avec des collègues, hein, donc avec notamment Géraldine Baudy, donc une collègue qui avait fait justement son mémoire de master sur ce travail que je vais vous présenter actuellement, et un autre collègue qui s'appelle Gaëtan Bourmeau, qui a beaucoup travaillé et qui a fait sa thèse avec Pierre Rabardel, pardon, hein, notamment sur la notion de système d'instruments. Et donc, on a repris ces travaux pour s'intéresser, on pourrait dire, au système d'instruments pour préparer sa classe, hein, ou le système de planification que mettent en œuvre donc, les enseignants, hein, donc dans leur activité discrétionnaire, hein, donc c'est-à-dire la phase de préparation. Donc, avant de réaliser le travail en classe, hein, les enseignants ont tout un travail, entre guillemets, hein, de préparation, et notamment une sorte d'auto-prescription, hein, où ils vont eux-mêmes planifier leur activité et celle des élèves. Hein. Donc, on pourrait dire que dans ce travail de conception de la planification de la part des enseignants, hein, on passe, entre guillemets, de la prescription, hein, à l'opérationnalisation, parce que les enseignants vont s'attacher donc à la prescription, et notamment à la prescription liée au programme, donc au programme scolaire, par exemple, à l'école primaire. Donc là, nous avions travaillé sur des enseignants d'école primaire. Donc, effectivement, préparer sa classe, c'est prévoir son activité et celle de ses élèves, et puis prévoir aussi les interactions, le type d'interaction qu'on mettra en œuvre avec les élèves. Cela nécessite des anticipations, hein, et ça reste une part difficile du métier, notamment pour les novices, mais aussi pour les professionnels expérimentés. Hein. Donc, admettons, quand il va y avoir des changements de programme, hein, il y a eu un changement de programme, quand il y a des changements de programme dans des niveaux à l'école, et les professionnels expérimentés doivent revoir leur planification, et parfois ça va générer effectivement une activité supplémentaire en plus de toutes leurs autres activités. Et puis, c'est aussi une activité très difficile pour les jeunes collègues, notamment, ils savent bien qu'il faut réaliser cette activité, mais ils ne savent pas toujours comment la mener, entre guillemets. Donc, pour l'étude que nous avions menée, hein, nous avions travaillé auprès de 5 enseignants dans des écoles primaires, donc à partir d'entretiens visant à leur faire décrire leurs outils de planification dans leur classe. Et donc, à partir de ces travaux, on s'est aperçu que les enseignants, en tout cas en France, dans le primaire, hein, travaillaient autour de 3 artefacts, hein, de 3 outils, hein, la programmation, donc des outils qu'ils vont concevoir eux-mêmes, hein, les fiches de préparation et ce qu'ils appellent le cahier journal. Et donc, on a identifié à chaque fois ces 3 artefacts chez tous les enseignants. Et on peut considérer que ces 3 artefacts vont constituer pour eux un système d'instruments. Donc, dans ces 3 artefacts, on retrouve donc les programmations, c'est-à-dire que les enseignants, à partir du programme officiel, hein, qui leur est imposé, hein, les enseignants vont recréer leur programmation, je dirais, personnelle. Hein. Alors, parfois, ça peut être personnel, et parfois, dans certains cas, hein, ça peut être une programmation collective, hein, mais là, pour le coup, c'était des programmations individuelles. Donc là, le but, c'est que
une des principales raisons évoquées, c'est la difficulté récurrente de ne pas pouvoir boucler le programme, donc le programme officiel. Donc les acteurs, et notamment les acteurs expérimentés, je dirais, savent qu'ils ne vont pas pouvoir, entre guillemets, boucler l'ensemble du programme officiel, ce qui les embête beaucoup moins, entre guillemets, que les acteurs novices qui, eux, sont très gênés par le fait de ne pas pouvoir boucler le programme officiel. Bah, par exemple, là, on voit Luna qui nous dit on voudrait tout faire tout le programme, mais on n'a pas le temps. Moi, je pars du principe que je préfère qu'ils aient de bonnes bases. Donc, elle parle des élèves. Je choisis volontairement de ne pas tout faire, ce qui est prévu dans les programmes, parce que sinon, on survolerait tout et qu'il faudrait tous les ans recommencer à zéro parce que en fait, les élèves n'auraient pas de bonnes bases, ce qui nécessiterait de la part donc, des autres enseignants de revenir sur ces bases. Donc, la collègue donc, préférant justement assister sur les bonnes bases. Donc, je voulais dire que tous les enseignants étaient des enseignants expérimentés qui avait entre 10 et 20 ans. Et là, on est sur quelqu'un qui a 11 ans, qui est donc une enseignante expérimentée qui a 11 ans d'expérience. Donc voilà, elle nous dit, c'est frustrant, on sait qu'on ne peut pas tout faire, mais il faut l'accepter. Deuxième artefact, deuxième outil, si je puis dire, qu'ont intégré les enseignants à leur activité de planification, c'est ce qu'ils appellent les fiches de préparation. Certains appellent cela des fiches de leçons, des fiches de cours, des fiches modules. On a des fiches séquences. Ça dépend justement du découpage et ça dépend des mots utilisés par les collectifs de professionnels. En tout cas, là, il s'agit donc de définir de manière beaucoup plus fine, donc dans des temps particuliers, les objectifs de la séance. Qu'est-ce que les enseignants, qu'est-ce que les enseignants et les élèves vont faire, quels seront les objectifs de la séance en termes d'apprentissage visé, les connaissances et les compétences visées, les activités qui sont prévues pour les élèves, le matériel nécessaire, etc. Sans en mettre trop, mais juste assez pour que ce soit une aide dans le programme, dans la programmation plus pratique, on pourrait dire, dans l'activité des enseignants. Donc, au fil des années, les enseignants se constituent un fonds personnel qu'ils vont actualiser, soit à partir de fiches de préparation qu'ils ont récupérées auprès de collègues, soit de fiches de préparation qu'ils ont eux-mêmes construites, ou soit qu'ils ont pu récupérer, par exemple, sur Internet ou dans des manuels scolaires, mais avec l'idée qu'ils auront toujours à s'approprier eux-mêmes, à adapter et à reconstruire les éléments qu'ils se seront appropriés. Donc, il y a toujours une part de genèse instrumentale, si je puis dire, à partir de ces artefacts que sont les manuels, des fiches qu'on va pouvoir trouver sur Internet ou des fiches qui vont être remises par des collègues. Certains, entre guillemets, fonctionnent un peu à l'envers, dans le sens où ils partent des évaluations sommatives qui vont constituer le fil rouge et à partir des évaluations vont, je dirais, recomposer leurs fiches de préparation. Enfin, dernier artefact, dernier outil dans la planification, et là on est, si je puis dire, dans la gestion du quotidien. Donc là, c'est le cahier journal, c'est le cahier qui est utilisé par beaucoup d'enseignants, en tout cas dans les enseignants du primaire. Et donc là, en fait, c'est un cahier qui, au jour le jour, revient à la fois donc, sur ce qui va être fait bientôt et sur ce qui vient d'être fait. Et c'est le seul endroit là où des indications sur la temporalité vont être données, parce que dans la programmation et dans les fiches de préparation, en fait, ce sont que des indications estimées de temps. Voilà. Donc là, par exemple, Inès nous dit, Inès qui a presque 10 ans, elle a 9 ans d'expérience, elle nous dit si je sens qu'un trop grand nombre d'élèves a des difficultés, je vais préparer des exercices complexes pour ceux qui ont plus de difficultés et des jeux de numération. Donc, j'ai un plan de séance avec des objectifs, mais je sais que je ne vais pas mettre de date et je sais que je vais me laisser une liberté avec peut-être un nombre de séances et des séances supplémentaires si nécessaire. Voilà. Donc, je voulais finir en disant que donc on a
on a accès à un système d'instruments en fait, hein, qui permet à la fois de rendre l'enseignant plus disponible, notamment dans la conduite des séances, hein, et les interactions avec les élèves. Ça permet aussi de capitaliser, hein, comme ça l'enseignant va pouvoir reprendre ce qu'il a déjà créé, ce qu'il s'est déjà approprié, hein, au fil des années, hein. Et puis, ça va lui permettre aussi, je dirais, plutôt au jour le jour, au quotidien, dans un temps plus ou moins long ou plus ou moins court, hein, de pouvoir anticiper, contrôler et réguler l'empan temporel. Donc, on voit que sur le long terme, on est plutôt du côté des programmations, hein. Sur le moyen terme, on serait plutôt du côté des fiches de préparation. Et enfin, sur le court terme, on serait plutôt autour du cahier journal. Ensuite, si on s'intéresse donc aux caractéristiques d'un système d'instruments, hein, il s'agit de prendre en compte justement un ensemble cohérent qui sont tournés donc vers une finalité visée, hein. Donc on l'a vu là, de gestion de la planification, hein, avec des complémentarités et des redondances parfois, hein. Et puis avec ce que Gaëtan Bourmeau appelle un instrument pivot, hein, un instrument donc, qui organiserait autour desquels s'organiseraient les autres instruments du système. Et là, il nous a semblé que c'était donc le cahier journal qui correspondait donc à cet instrument pivot, hein, parce qu'il va permettre justement d'organiser les fiches de fonction et les programmations. Et enfin, je me permets de conclure donc en disant que, bien évidemment, l'analyse de l'activité, hein, permettrait de mettre en place de la formation, hein, que ce soit donc de la formation qui prenne en compte donc les situations et notamment peut-être les situations les plus difficiles, hein. Donc peut-être retrouver des situations où il y a une certaine complexité dans la programmation, hein, justement, dans la planification, hein, pour pouvoir proposer donc à des novices de se former à partir de l'analyse donc de la construction du système d'artefacts des professionnels les plus expérimentés. D'où l'importance donc de l'analyse de l'activité de professionnels expérimentés qui seraient, je dirais, peut-être mis face à des problèmes de planification, et l'analyse de la résolution de ces problèmes pourrait permettre de concevoir une formation plus proche justement des situations problèmes auxquelles sont confrontés les professionnels. Et pas seulement les professionnels novices, mais aussi parfois les professionnels expérimentés. Je vous remercie de votre écoute et en espérant ne pas avoir été trop long, mais un petit peu quand même. Bon, merci beaucoup, Grégory. Nous laissons les questions pour la fin. Oui, je pense que d'accord, Chen? Oui. Oui. C'est pas mal. C'est le moment de Véronique. Oui. Oui. Véronique? Oui. On te passe la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je vais partager mon écran. Bon, et tout d'abord, je voudrais beaucoup remercier l'organisation du colloque, et particulièrement, je voudrais remercier Rita pour m'avoir invité pour faire partie de cette table ronde. Donc, je vais parler d'une introduction à un artefact dans l'école secondaire française, surtout les difficultés et invariantes opératoires d'un prof de mathématiques au lycée français. Je voudrais dire que ce travail, particulièrement le travail de recueil de données pour faire ce travail, a été fait dans le cadre du projet REVEA pendant mon séjour postdoctorat à Rennes pendant les années 2016 et 2017. Là-bas, j'ai travaillé avec Ghislaine Guedet dans l'équipe, dans le laboratoire CREAD à l'ESPE de Bretagne à Rennes. Et on a partagé aussi le travail avec Rita. Et après, on a continué à travailler ensemble avec ces données. Donc,
je vais vous dire un peu comment est-ce que je vais organiser mon présentation. Tout d'abord, je vais décrire ce que pour nous est un artefact qui s'appelle parcours d'études et de recherche, particulièrement, notamment, un père généré à partir de la question génératrice comment fonctionne une antenne parabolique. Après, je vais décrire un peu les concepts de la mise en œuvre de ce père qui est dans une classe de mathématiques de la première année du lycée français par un prof de maths pendant 8 sessions de classe entre les années 2016 et 2017. Au 13e moment de ma présentation, je vais préciser les modifications apportées par la professeure pour adapter ce parcours d'études et de recherche pour l'implémenter dans les cours de première S. Et finalement, à partir de la définition des invariantes opératoires de Bernoulli, je vais vous présenter les identifications des invariantes opératoires de la professeure inférées à partir de 2 entretiens, un entretien pré et l'autre entretien post-implémentation du parcours, et les classifications en 4 catégories, en 4 types de invariantes opératoires. Pour commencer, c'est la première partie, c'est de décrire l'artefact. Attendez-moi. Non. L'artefact parcours d'études et de recherche. J'ai un problème, désolé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Oui, nous t'entendons. d'accord. Oui, oui. D'accord. Parce qu'il y a aussi un problème technique de connexion, désolé. Donc, on commence pour décrire cet artefact qui est pour nous un parcours d'études et de recherche. C'est le mot artefact qui a introduit Rabardel et qui, plus les schèmes d'utilisation, Rabardel définit comme un instrument. Après, pendant mon séjour postdoctorat à Rennes, avec Ghislaine Guedet, j'ai travaillé du côté de l'approche documentale du didactique. Donc, il faut dire que dans cette approche, on peut résumer qu'un document se définit comme une ressource plus un schéma d'utilisation. Donc, la notion de parcours d'études et de recherche, c'est une notion qui a été introduite dans le cadre de la théorie anthropologie du didactique de Yves Chevallard. Donc, pour nous, on peut dire que ce parcours est les parties d'artefacts d'un instrument ou bien les parties de ressources d'un document. Maintenant, je vais parler particulièrement de quelques caractéristiques de le parcours d'études et de recherche. Donc, ce que je viens de dire, c'est que les parcours, ou PER, ils sont des dispositifs didactiques définis dans le cadre de la théorie anthropologie du didactique. Donc, son objectif principal est d'introduire une nouvelle pédagogie qui peut donner des sens à l'étude scolaire des mathématiques et qui, on peut dire, qui donne une fonctionnalité dans une pédagogie de l'enquête et des questionnements du monde. Les pairs sont opposés, c'est comme dit Chevallard, c'est opposé au phénomène de la monumentalisation des savoirs. Et ce type de dispositif peut être vu comme générateur potentiel des processus d'études fonctionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils mettent les questions au centre fort comme point de départ d'études les processus d'études. Donc, ce type de questions, on va rappeler une question génératrice, parce que c'est une question qui permettrait de
dérivées des autres questions, donc qui va permettre de formuler des questions dérivées, beaucoup de questions dérivées. Et pour répondre à ces questions, c'est-à-dire à une question génératrice, il est nécessaire de reconstruire un ensemble de praxéologie mathématique ou non mathématique, peut-être de praxéologie mathématique et de la physique, de la biologie, de la chimie, etc. Donc, le but d'Ampère est de permettre de développer une étude et une recherche codisciplinaire. Finalement, un enseignement à partir d'Ampère doit permettre de retrouver les sons et les raisons d'être des ordres mathématiques et pas mathématiques, mais surtout des ordres mathématiques proposés dans les programmes officiels. Donc, maintenant, je vais décrire particulièrement l'artefact qui s'appelle parcours d'études et de recherche à partir de la question comment fonctionne une antenne parabolique. Donc, cette question fait partie d'un ouvrage édité par Irène de Poitiers, inspiré par l'analyse de la fonctionnalité des mathématiques dans les systèmes d'enseignement. Donc, il y a 4 livres qu'on peut trouver dans le site web de l'IREM. Et 3 de ces livres sont destinés à l'enseignement des mathématiques en seconde. Une d'elles s'appelle 3 parcours sur les fonctions, l'autre des parcours sur la géométrie plane, le troisième statistiques et probabilité, 4 parcours. Et il y a un livre qu'on va nommer aussi un brochure qui s'appelle 3 parcours sur l'analyse et la géométrie analytique. Cette brochure ou ce livre, c'est destiné à l'enseignement des mathématiques en première S. Donc, ça, c'est ici qu'on va décrire dans ces présentations. Dans ce livre, il y a 3 parcours. Une d'elles, c'est comment fonctionne une antenne parabolique. L'autre parcours, c'est comment se raccordent des voies de circulation rapide. Et le troisième parcours, comment optimiser une quantité. Donc, on va, bien sûr, on va se centrer sur ça parce que c'est le parcours qui la prof a mis en place dans les cours de première S. Donc, l'idée de ces parcours et comment est-ce que je vais décrire ces parcours, c'est à partir de toutes les activités, toutes les études et toutes les tâches qui sont proposées dans le livre. Donc maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il propose dans le livre ou dans la brochure par rapport à ces parcours. Tout d'abord, la brochure propose que ces questions portent sur la construction des tangentes à une courbe à partir de la géométrie analytique. Et l'objectif est d'introduire la notion de dérivée dans la première année du lycée français. Ces questions partent des connaissances des élèves sur la réflexion d'une onde sur un plan, puis sur une surface courbe, peut être cylindrique, paraboloïde, etc. Et on peut se demander par rapport à pourquoi une forme parabolique, ben bon, c'est ça le final, le bout du parcours qui précisément consistera à prouver cette caractéristique à partir du parcours. Donc, dans ce livre, il y a une description de ce parcours à partir de 5 tomes, 2 enquêtes, des études et un tome qui il s'appelle des finalisations. Donc, les premières enquêtes s'appellent recherche sur les antennes paraboliques et le deuxième s'appelle réflexion sur un miroir plat. Après, il y a une étude 1 qui s'appelle miroir cylindrique, une étude 2 qui s'appelle miroir parabolique et la partie finale qui s'appelle comment ou explication du fonctionnement de l'antenne. Donc, pour les enquêtes, le livre propose que ces enquêtes vont permettre aux élèves appropriés de la question génératrice. Le livre propose que les élèves doivent faire des recherches
elle les exposait devant de toute la classe. Et après, finalement, après ces enquêtes, le prof peut faire un bilan avec montrer quelques exemples ou montrer quelques questions ou montrer tout ce qu'ont produit les élèves avec l'aide d'une diapo qui est aussi disponible dans le site web de l'IREM par rapport à quelques sujets qui peuvent sortir dans ces enquêtes. Donc, par exemple, on peut trouver dans ces diaporamas, dans les diapos, un exemple par rapport à les miroirs déformants, un autre exemple par rapport à les barbecues solaires ou les phares de voiture. Ça, c'est par rapport à la première enquête. Sur la deuxième enquête, dans le livre, il y a une proposition de 2 questions qui vous pouvez les regarder ici. Et il y a une image par rapport à la loi de réflexion, comment est-ce que se peut énoncer. Et finalement, il y a quelques exemples de cette loi de la réflexion. Donc, la première étude fait partie, cette étude conduit à institutionnaliser la connaissance sur les équations de droit, des cercles et les équations de second degré. Il y a 3 parties dans cette première étude. La première partie, c'est construction à la règle et au compas. La deuxième partie, c'est rayon réfléchi avec GeoGebra. La troisième partie, c'est rayon qui ne se réfléchissent pas et aussi avec GeoGebra. Tout c'est ce qui est dans la brochure, dans le livre. Ouais. Après, la deuxième étude qui s'appelle miroir parabolique, cette étude amène à préciser la notion de tangente à une parabole comme séquence qui coupe la parabole en un seul point. Finalement, l'explication du fonctionnement de l'antenne va permettre, avec toutes les notions, à démontrer le fonctionnement propre à la parabole, c'est-à-dire à démontrer pourquoi la parabole doit avoir un fort parabolique. Donc, ça, c'est la première étude que vous pouvez trouver dans la brochure. La première question, c'est par rapport à parler de la tangente et à définir la normale à un cercle. Ici, on peut voir les rapports entre l'orthogonalité de 2 droits et l'orthogonalité d'un droit et d'une courbe. L'argumentation attendue doit faire les liens avec la loi de Descartes. Un zoom autour du point C montre que le cercle peut être approché localement par un segment. Et finalement, les tangentes peuvent alors être vues comme la voie qui unit 2 points infiniment proches. Donc, ça, c'est une image qu'on peut trouver aussi à la brochure pour montrer un peu cette première question. Par rapport aux deuxième question, il faut noter que B, le point B, est situé à l'extérieur, donc les points limites où il y a une réflexion sont ceux qui proviennent des tangentes à cercle qui passent par B. Donc, il faut construire cette tangente et dans cette construction, il faut utiliser la propriété que les élèves ont travaillé en seconde, que c'est ça. Après, ici, vous pouvez trouver cette image dans le livre par rapport à cette deuxième question. L'étude 1, c'est miroir cylindrique. Cette étude, c'est l'étude qui propose la brochure. Donc, c'est trouve pour déterminer la symétrie de ces points. On va utiliser les équations de droit, cartésiennes ou réduites, et aussi prévoir et compléter les connaissances par un premier cours sur les équations de droit, du coefficient directeur connu et passant par un point B de cette manière. Donc, ce qui est important ici de remarquer, c'est une première équation de la tangente à une courbe. Donc, la brochure
dans ce moment du parcours, propose faire un cours sur les équations cartésiennes réduites de droit, les conditions de parallélisme et d'orthogonalité de deux droits dont on connaît les équations, les coordonnées du milieu d'un segment, passer des équations cartésiennes aux équations réduites et inversement, trouver des équations de droit à partir de diverses données, vérifier le parallélisme et l'orthogonalité de deux droits et travailler sur le système de deux équations à deux inconnues. Donc, après, on continue avec l'étude 1. Dans ce cas, c'est les parties 3 de cette étude. Ici, l'objectif, c'est de réfléchir à ce que le GeoGebra propose dans la fenêtre algèbre. Donc, si on trace une croix, apparaît une équation de ce type, et si on trace un cercle, apparaît une équation de ce type. Donc, ici, on peut trouver une image par rapport à cette première question qui, pour résoudre cette première question, il faut reconnaître l'équation d'une des tangentes qui est de la forme x égale a. Les équations de cercle sont inconnues, donc il faut les retrouver. Et rechercher des coordonnées des points D et E conduit à résoudre ce système des équations. Donc, dans ce moment du parcours, la brochure propose faire un cours sur les équations de cercle, le passage de la forme développée à la forme canonique et la résolution des équations de second degré, mais ici dans le cas plus général. Donc, pour la deuxième partie de cette étude, la deuxième question de la troisième partie de cette étude, c'est par rapport à la recherche du cercle de diamètre OB2 et l'intersection de ce cercle avec les cercles de centre O et de rayon 6. Et ça va permettre de conduire à ce système. Et ici, la brochure propose, dans ce moment du parcours, faire une étude, faire un tour aussi sur les équations de second degré. L'étude 2, qui s'appelle miroir parabolique, ici, c'est l'étude comme on peut le trouver dans le livre. Dans ce cas, la surface n'est pas plane, donc il faut relire ces situations, comment relier ces situations à la loi énoncée, à la loi sur une surface plane. Et ici, contrairement au cercle, il n'y a pas de symétrie. Se propose de donner un programme de construction ici, avec GeoGebra aussi. La réponse attendue dans ce cas est la tracée de la normale à la courbe qui peut s'obtenir comme perpendiculaire à la tangente. Et la détermination de la tangente au cercle est connue des élèves, c'est la perpendiculaire au rayon. Donc ici, les aspects les plus importants, c'est pouvoir arriver à une définition provisoire du tangente de cette manière. C'est ici. Et dans ce moment du parcours, pour cette étude, la brochure propose 4 méthodes pour tracer la tangente. Je ne vais pas décrire exactement chaque méthode, mais il faut dire qu'il y a 4 méthodes possibles pour les tracer. Donc, finalement, je propose de prévenir sur pourquoi un antenne parabolique et l'importance de trouver les régions réfléchies vers les foyers de la parabole pour les rayons incidents parallèles à l'axe de la parabole. Donc, ici, il faut démontrer le fonctionnement de l'antenne parabolique, bien sûr, pour pouvoir donner une réponse à la question. Et c'est l'importance, bien sûr, de la conversion des régions réfléchies vers les foyers de la parabole
pour des rayons incidents parallèles à l'ex. Se propose faire aussi une exploration avec ce schéma et finalement démontrer que les signaux émis arrivent simultanément en foyer. Donc, cette image, c'est une image qu'on peut trouver aussi dans les livres et il y a l'argumentation, on peut dire l'explication mathématique par rapport à l'indépendance de la distance CB plus BF par rapport à la valeur A. Donc, maintenant, je vais passer à décrire un peu le contexte et je voudrais revenir sur cette observation qui est que le suivi de cette prof et de certains de ses collègues s'est déroulé dans le cadre du projet PBA avec Ghislaine Guedet. On a nommé cette prof comme Gwen. Bien sûr, ce n'est pas son prénom, son vrai prénom, c'est pour le nommer de cette manière. C'est une prof de mathématiques qui a décidé de mettre en œuvre les parcours d'études et de recherche dans sa classe de première S en 2016-2017 avec étudiants de 15-16 ans. Gwen, c'est un prof qui a beaucoup d'expérience. Elle a versé au plus de 35 ans d'expérience dans l'enseignement des maths au lycée. Elle participe aussi dans les groupes d'IREM de l'Université à Rennes, ou dans les moments où elle fait l'implémentation, elle fait partie de ces groupes de l'IREM. Elle participe aussi à des groupes de recherche, formation de l'IREM de Rennes et suit régulièrement des formations. Elle assure également l'encadrement des jeunes enseignants qui arrivent au lycée où elle travaille. Et sans doute, c'est une enseignante expérimentée qui réfléchit beaucoup à sa pratique et elle, tout le temps, essaye d'échanger régulièrement avec des autres collègues et d'échanger aussi sa pratique. Donc, ça, c'est une caractéristique et un aspect qu'il faut souligner. Donc, les listes de données, c'est un entretien pré-séance, bien sûr, et sa transcription, qui concerne à la mise en place prévue par Gwen de la séquence, c'est-à-dire de la séquence pour implémenter les parcours d'études et de recherche, ainsi que des ressources qu'elle pensait utiliser. On a aussi les vidéos de séance et plus précisément, avec chaque vidéo, on a fait un synopsis où on a analysé surtout les parties des ressources, les parties de toutes les actions, de toutes les tâches, de toutes les activités qu'elle a fait pendant la classe. Et on a aussi toutes les ressources utilisées et produits et un entretien post-séance et sa transcription, sa transcription, non? Bon, dans cette troisième partie de mon présentation, je vais décrire un peu les modifications, on peut dire les modifications les plus significatives que Gwen a fait au parcours d'études et de recherche pour l'adapter, pour l'implémenter dans les premières S. Donc, on se souvient qu'il y avait deux enquêtes, une étude, en deuxième étude et une activité, on peut dire activité finale, qui est par rapport à retour au fonctionnement de la parabole. Dans ce premier cas, avec les enquêtes, on a trouvé la première modification la plus importante, car Gwen a partagé la classe en deux groupes, et à chaque groupe doit faire la recherche, soit sur les antennes paraboliques, et l'autre groupe soit sur le miroir plat. Et après, elle a proposé de faire une recherche à ses élèves, mais sans faire les expositions devant la classe. Et les élèves ont fait la présentation sur un feuille A4 où ils sont envoyés
les résultats de leurs recherches par email, mais pas sans faire une présentation avec tous les groupes de la classe. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé ici une modification. Par rapport à l'étude 1, qui est le miroir cylindrique, pour les parties 1, ici, on a trouvé une deuxième modification. Les élèves ont fait une construction à la règle et au compas, mais après, en second tome, WEM a projeté la reconstruction correcte qu'elle a fait avec GeoGebra et aussi a projeté des productions des élèves les plus fréquentes, notamment les productions qui ne sont pas correctes. Donc, c'est une autre modification qui elle introduit les GeoGebra pour ces parties. Tout par rapport à ce qu'il propose dans la brochure. Les parties 3, c'est une autre partie de cette étude qui elle, a beaucoup changé. Il faut se souvenir que c'est l'étude 1, les parties 3 qui propose la brochure et elle a proposé cette activité. Donc, ici pour nous, il y a une troisième modification plus significative par rapport à ce qui propose la brochure. On peut regarder dans les images qu'elle a beaucoup changé l'activité. Elle a proposé de faire l'activité comme une activité en groupe aussi. Elle a supprimé le point B2. Elle a changé la représentation graphique. Vous pouvez le voir dans les diapos. Elle donne plus de détails, elle laisse la place pour compléter les réponses des élèves, elle ajoute quelques informations, elle écrit ici, je ne sais pas si vous voulez mon écran, mais elle met ici les tombes et minutes pour faire l'activité, ici, dit 25 minutes. Elle propose une liste d'exercices pour nous un peu plus traditionnels pour faire l'activité. Ici, on voit les 1, 2A, 2B, etc. Bon, par rapport à l'étude 2, qui est le miroir parabolique, ça, c'est l'étude qui propose la brochure et ça, c'est l'activité qui propose WEN aux élèves. Donc, ici, il y a une autre modification pour nous qui est très importante ou très significative. A proposé aussi faire l'activité en groupe. Elle écrit aussi les tomes disponibles pour faire l'activité. Ici, il n'y avait pas les 4 méthodes pour obtenir l'attention. Elle ajoute les représentations, 4 représentations avec les correspondantes valeurs de la pente. Elle donne dans la position 3 la valeur de la pente et aussi dans cette activité, elle propose une liste des étapes à suivre comme dans l'activité d'avant. Après, elle ajoute une troisième étude qui qu'il appelle miroir parabolique. Et ça, c'est pour nous une modification aussi très importante. Elle propose cette activité. Ici, il y a aussi les tomes pour faire l'activité, il y a des explications, il y a des images, il y a de la place pour que les élèves remplissent ce qu'ils ont trouvé. Elle a dit pendant l'entretien, elle a dit qu'il s'est inspiré dans un exercice qui est disponible à la brochure, parce que dans la brochure, à la fin de la brochure, il y a un chapitre qui s'appelle Banque d'exercices. Ici, on peut trouver beaucoup d'exercices par rapport à chaque partie d'études de recherche, et aussi il y a quelques possibles évaluations ou devoirs communs pour proposer à partir de ces parcours. Donc, dans ce cas, Gwen a directement conçu une nouvelle activité. Elle écrit aussi les temps disponibles pour faire l'activité et décrit toutes les étapes que les élèves doivent faire pour résoudre cette activité. Donc, maintenant, et comme dernière partie de ma présentation,
À partir de la définition des invariants opératoires, on a de Gérard Vergniaud, bien sûr. On va montrer ici comment est-ce qu'on a analysé les entretiens et comment est-ce qu'on a inféré les invariants opératoires qui guident l'activité de cette prof. Donc, c'est pour rappeler un peu que pour nous, cet artefact ou cette ressource, c'est notre parcours d'études de la recherche. Et ici, on va analyser cette partie qui est le schéma d'utilisation, soit dans les parties de schéma d'un instrument, soit d'un document. Donc, selon Vergniaud, d'un point de vue méthodologique, les schémas sont décrits en identifiant les invariants opératoires qui les composent. Donc, dans ce cas, nous nous intéressons à identifier les invariants opératoires qui guident l'activité mathématique et didactique de l'enseignant, de la prof, de Gwen, dont le but est de faire fonctionner l'artefact parcours d'études et de recherche dans un cours de mathématiques du lycée français. Donc, pour l'identification des invariants opératoires, nous avons commencé par analyser les transcriptions de les deux entretiens en recherche des affirmations qui peuvent correspondre à des invariants opératoires. Après, pour chacune de ces prépositions, nous avons aussi cherché dans les vidéos et dans la synopsis du classe. Et aussi, on a analysé et on a regardé sur les modifications que je viens de décrire. Donc, chaque entretien a été partagé en tomes de paroles. Dans chaque transcription, nous avons marqué les liens aux éventuels invariants opératoires. On a fait ce tableau pour chaque entretien, pour l'entretien 1 et l'entretien 2. Ici, on a mis les transcrits. Nous avons transcrit les segments d'entretien à partir duquel nous inférons un possible invariant opératoire. Ici, c'est le temps en minutes pendant lequel cette proposition a été identifiée. Ici, la ligne, là ou les lignes de la transcription et la formulation de possibles invariants opératoires. Après avoir analysé les deux transcriptions selon ce tableau, nous avons élaboré un deuxième tableau qui est cette forme. Ici, nous avons placé chacune des invariants opératoires déduits à partir soit de l'entretien 1, soit de l'entretien 2. Ici, le temps en minutes et la ligne ou les lignes à partir de lesquelles nous avons déduit ces invariants opératoires dans chaque entretien. Après avoir listé ces invariants opératoires, nous avons conçu un troisième tableau qui nous avons permis de catégoriser ces invariants opératoires. Ici, ça correspond au type d'invariant opératoire. Après, on va voir qu'est-ce que signifient les sigles AE, C, T et P. Dans la deuxième colonne, les invariants opératoires particulières, parce qu'on a fait, on a formulé, on a réuni beaucoup de invariants opératoires dans chacune de ces types. Ici, les lignes de la transcription, en distinguant un A ou 2 s'il s'agit de la ligne d'entretien 1 ou de la ligne d'entretien 2. Ici, les modifications apportées par la prof, les modifications qui sont tendantes, ces invariants opératoires et les conséquences de ces modifications pendant les sessions de classe. En ce qui concerne les classes soi-même, nous avons mis dans les tableaux les numéros de session et l'action développée par l'enseignant sur la base de ces modifications. Je voudrais revenir sur ce tableau parce que ici, l'idée, c'est vous montrer comment est-ce qu'on a fait ce deuxième tableau, comment est-ce qu'on a noté
chaque invariant opératoire avec les tomes où ça a développé dans les entretiens. Pardon? Ah, quelqu'un a dit quelque chose, mais je n'ai pas compris. Bon, je continue. À partir de ce tableau, est-ce qu'on a fait les classifications des invariantes opératoires et on a les a classifiés en 4 types. Le premier type sur l'essai ositude, c'est-à-dire nous considérons ici les prépositions qui correspondent aux manières que les profs considèrent qu'il faut aider les élèves. Et on a écrit l'invariante opératoire de cette manière. Désolé, est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, j'ai déjà coupé le micro. Excusez-moi, Véronique, mais il faut que tu as pris beaucoup de temps et il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. D'accord. J'ai déjà coupé le micro. J'ai fini dans 5 minutes. Oui, merci, désolé. Donc, il faut que l'enseignant guide le travail des élèves, il faut impliquer et motiver aux élèves, il faut bien chercher les ressources pour aider aux élèves. Le deuxième type d'invariante opératoire, le deuxième groupe, c'est par rapport au savoir, c'est-à-dire les savoirs mathématiques qui est dans les programmes. Donc, on a formulé cette invariante opératoire comme il faut traiter tous les thèmes du programme de mathématiques. Le troisième type, c'est sur les tomes. C'est sur les tomes qui doit être employé pour résoudre une activité, pour développer une question, une validation, etc. Et on a formulé les variantes opératoires comme il faut que l'enseignant contrôle les tomes et finalement sur l'enseignant soi-même. C'est-à-dire, nous considérons ici les prépositions qui font référence au professeur des actions qu'il peut et elle devrait faire. Donc, on a formulé comme il faut que les professeurs contrôlent tout le développement du processus d'étude. Donc, je vais passer rapidement, c'est parti. Ici, on a dit bon, quelles sont par rapport à les modifications que la prof a fait dans les parcours d'études et de recherche qui supportent chaque type de ces invariantes opératoires. Ici, on a détaillé, je vais passer un peu vite, même on a fait ça avec les actions en chaque séance de classe. Je voudrais maintenant vous montrer cette table qu'on a fait à partir de chaque minute des les 2 entretiens. On peut voir une prépondérance des invariantes opératoires par rapport à cette étude. Après, il y a aussi une prépondérance des invariantes opératoires par rapport à la connaissance, oui, et aussi par rapport à les invariantes opératoires sur les tomes et sur les professeurs soit moins fréquents. Finalement, une conclusion très importante pour vous, c'est que la professeure utilise ces invariantes opératoires pour nous proviennent pas d'une pédagogie de l'étude et du questionnement du monde, sinon plus proche au paradigme, aux pédagogies traditionnelles. Le père, bien sûr, a été beaucoup changé, donc peut-être la question génératrice du père a perdu son pouvoir génératif. Les tâches deviennent des guides des actions à développer. Le prof a déterminé chaque étape avec les tomes disponibles que les élèves disposent pour résoudre les activités. Et aussi, on a obtenu les conclusions qui adaptaient un père à un programme d'études l'amènent à utiliser cet ensemble d'invariantes opératoires qui finissent par produire un instrument qui n'a rien à voir avec un véritable père ou qui s'éloigne largement de l'artefact père original.
Bon, bien sûr, les invariantes opératoires ne sont pas absolues. Donc, la prof peut-être, bien sûr, dans une autre situation et surtout, peut-être dans les mêmes situations, mais sans les contraintes institutionnelles, sans doute, elle pourra peut-être agir autrement. Donc, elle a l'intention de changer. Donc, ça, c'est pour nous un caractéristique très, très important. Merci beaucoup. Désolée d'avoir me passé avec le temps. Merci. Je vais passer tout de suite la parole à Rita Otero. Merci beaucoup. D'accord. Rita? Oui, je vais essayer Merci. de partager mon écran vitement. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai commencé. Oui? Oui, oui, tout à fait. Et merci beaucoup. Vous voyez mon écran? Oui? Oui, oui, oui. Oui, oui. Bon, merci. Je vais essayer de faire mon exposé vite. Et je vais parler des schémas des enseignants de mathématiques à service d'un parcours d'études et recherche. Ça, c'est le travail, bien sûr, d'une équipe. Des parcours d'études et recherche, je ne dirai rien parce que Véronique, elle a très bien parlé. Mais notre problème, c'est comment se produit la genèse instrumentale d'un parcours d'études et recherche. Et l'idée de PER, c'est de passer du paradigme de la visite des œuvres au paradigme du questionnement du monde. Je voudrais faire une petite histoire de notre propre parcours. Nous avons commencé à travailler avec la théorie anthropologie du didactique, même j'ai rarement beaucoup encouragé pour rencontrer, par exemple, Chevalard. Nous avons commencé avec des enseignants en formation, 25, à l'université. Et tout d'abord, nous pensons qu'un PER, nous voulons faire un PER dans le cadre théorique, un PER strict. Et nous nous sommes posé la question pourquoi c'est tombé la pierre branlante de Tandil. C'est une pierre, en France, il y a beaucoup de pierres branlantes, et même dans des calendriers français, j'ai trouvé cette pierre branlante. C'est une pierre qui était dans ma ville, dans la ville que j'habite, et c'est un gros problème de physique et de mathématiques, et il y a un débat de pourquoi c'est tombé la pierre. Et on peut regarder ici qu'il s'agissait d'un phénomène de résonance, mais ce n'est pas facile de modéliser ces systèmes comme la pierre. Mais vraiment, après, nous nous sommes dit, bon, ça c'est un PER qui est très compliqué, nous ne pouvons pas essayer d'introduire dans l'enseignement avec les enseignants ce type de PER. Bon, on a essayé après, avec 30 ans enseignant en service, avec la question génératrice que Véronique vient de mentionner tout à l'heure, comment fonctionne une antenne parabolique. Et nous avons essayé d'organiser un enseignement possible avec cette question. Nous avons fait l'étude de cas de Wen et nous avons identifié les invariants opératoires de Wen. Et en essayant de faire autre chose, nous avons proposé aux enseignants d'employer des problèmes scolaires. De dire non, on ne va pas, on n'ira pas sur les pairs, on va essayer avec les problèmes scolaires. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Bon, nous avons trouvé
qu'avec les pères de la pierre branlante, il n'existe pas presque aucune expérience des étudiantes à la faculté des sciences exactes avec des tâches de modélisation mathématique, physique ou les deux. Et aussi que dans l'institution, il y a une conception de la modélisation mathématique qui est axée sur l'application plutôt que sur la génération de nouvelles connaissances. Et bien sûr, nous nous sommes demandé quelle est la viabilité des pairs codisciplinaires. Après, avec les enseignants en service, les 30 enseignants en service, nous entendons des phrases comme ça: je ne réussirai jamais à développer des pairs dans ma classe. Et nous avons trouvé aussi que les enseignantes ils évitent de perdre les contrôles du milieu didactique, qui est une chose ce n'est pas l'enseignant qui contrôle le milieu didactique dans un pair, mais les enseignants, ils se considèrent les seuls responsables de cette construction. Ils planifient des leçons traditionnelles, par exemple dans les paires des antennes paraboliques, il y a beaucoup les paires aux paraboles seulement dans les cadres fonctionnels. Et ils segmentent les savoirs en petits morceaux sans questionnement. La moitié des enseignants trouvent d'abord les maths, et puis ils se posent des questions connexes sur la physique, par exemple. Et avec les enseignants en service, ces problèmes habituels, nous avons trouvé qu'ils font l'association de chaque ressource à un sujet du programme, et que leur but pour faire face aux problèmes, c'est de trouver une formule et un résultat. La modélisation est étrangère à l'enseignement habituel. Il propose des paramètres fixes, des solutions numériques, des solutions avec des chiffres et uniques. Bon, nous utilisons pour cette recherche, nous utilisons l'approche instrumentale qui a été proposée par Pierre Ravartel. Véronique, elle vient de dire les choses, je ne serai pas ici. Je veux seulement souvenir que les schèmes que nous utilisons beaucoup dans ce travail, l'idée des schèmes, les GEMS est une organisation invariante de l'activité pour une classe de situations données. Et nous nous intéressons bien sûr sur les composantes des schèmes. Et les schèmes sont un bout ou plusieurs, des sous-bouts et des anticipations, des règles d'action et des prises d'information et de contrôle, des invariants opératoires bien sûr, et des possibilités d'inférence. C'était très important de se souvenir que les bouts est la partie intentionnelle du schème. Les sous-bouts sont séquentiellement et hiérarchiquement agencés et donnent lieu à de nombreuses anticipations. Et c'est très important que les bouts n'est que partiellement conscients. Bon, notre méthodologie, nous avons 62 enseignants de mathématiques en service. Et pendant 4 mois, ils ont suivi un cours universitaire de didactique des maths en ligne. Et ils ont une expérience diverse parce qu'ils ont étudié dans divers établissements d'enseignement supérieur qui ne sont pas universitaires en Argentine. La majorité, il y en a plus d'1 milliard. C'est beaucoup, non? La plupart travaillent à l'enseignement secondaire et leur expérience était inégale. Les cours à aborder dans les cours de didactique des maths qui faisons ces 60 enseignants, les cours à aborder les fondements de la DAD et les pairs. Et les derniers mois, nous avons utilisé les pairs, la boîte du pâtissier, qui est un problème très connu. Et nous avons proposé cette paire aux enseignantes avec deux tâches, des types de situations. Ils devaient étudier et résoudre les problèmes.
et proposer une organisation de l'enseignement. Et c'est une tâche presque libre, non? La mise en classe de chaque enseignant ne fait pas partie du cours. Nous n'avons pas les moyens de faire ça. Bon, ils ont répondu à toutes les tâches par écrit sur la plateforme Moodle et nous avons 124 réponses individuelles qui ont été analysées, soit 62 pour chaque situation. Les bouts, les sous-bouts et les invariants opératoires dans chaque protocole des enseignants, ainsi que les actions observables qui servent d'indicateurs des catégories submentionnées. Nous avons construit des indicateurs pour chaque invariant opératoire, mais maintenant, je ne peux pas présenter ça ici. Je veux seulement dire quelques mots sur les problèmes. Les problèmes s'appellent la boîte du pâtissier et il s'agit de construire une boîte en utilisant les techniques de l'origami. Elle se pose la question de quelle pourrait être l'auteur, la largeur, la longueur des boîtes, si l'on considère n'importe quelle feuille. Et aussi, on peut comment calculer certaines dimensions. Mais il y a une autre chose intéressante que les problèmes disent, bon, qu'est-ce qu'il peut se passer si vous fabriquez les boîtes, des boîtes imbriquées en utilisant les feuilles qu'on appelle DINA, que ce sont des feuilles qui ont une propriété très intéressante qui est qu'il y a une proportionnalité entre les côtés plus grands et l'autre, et que la proportionnalité est la racine carrée de 2. Et on attendait que les enseignantes pouvaient faire une analyse, par exemple, comme ce que je présente ici. Tout d'abord, quelles sont les dimensions de la boîte? Il faut trouver les modèles mathématiques, mais comme enseignant, on doit se poser la question vitement comment étudier les fonctions comme activité de modélisation. Ça veut dire comment est-ce qu'on va arriver à cette expression algébrique. Et on se pose aussi la question comment peut-on réduire les variables? Et il y a trois manières de faire ça. On peut faire le paramétrage d'une des variables indépendantes. Dans ce cas, il faut dire, bon, je vais paramétrer cette dimension, ça veut dire la dimension où, où on a les plis, ou je peux paramétrer l'autre dimension où il n'y a pas de plis. Ou je peux penser qu'il s'agisse d'un feuille carré. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que si j'ai fait le paramétrage de ce côté, il y aura toutes les fonctions que j'obtiendrai, ce seront des fonctions linéaires. Et ça veut dire qu'il faudra paramétrer, ou il sera mieux de paramétrer les côtés où il n'y a pas de plis. Non? Et aussi, il existe la possibilité de paramétrer, par exemple, les volumes, les périmètres, la surface. Et dans ce cas, on va obtenir des équations polynomiales rationnelles à des inconnus ou des équations hyperboliques. Et il existe aussi la possibilité de paramétrer les deux côtés comme les feuilles DINA. Et dans ce cas, on va trouver toute une possibilité de séries géométriques. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps, je dois aller très vite. Bon, nous avons essayé Excusez-moi, j'ai une chose ici qui me dérange. Je ne sais pas comment la quitter pour mieux voir mon écran. Bon, nous avons essayé d'analyser les schèmes. Et il faut se souvenir qu'il y a deux situations. Une situation que nous appelons d'étude, il faut étudier les problèmes.
et sans se situer dans la position d'enseignant. Mais ça, c'est une idée théorique, non? Peut-être ça, ça n'arrive pas. Bon, le but, ici, c'est obtenir les formules pour la boîte. Et regardez que nous avons ici tous les enseignants. Et dans le schéma, il y a des sous-bouts qui ce sont vraiment les sous-bouts, à notre avis, ce sont ce qui fait les différences entre un schéma et l'autre. Par exemple, dans l'étude, les enseignants pensent à écrire des formules à partir de mesures spécifiques. Ça veut dire qu'ils mettent des mesures et les invariants sont, il faut fabriquer la boîte manuellement. Les dimensions de la boîte sont obtenues à partir des chiffres. Les formules sont généralisées à partir des chiffres. Écrire des formules à partir de la boîte déployée, c'est autre possibilité et c'est autre schéma. Et ça, c'est très important parce que ces enseignants, ils assemblent la boîte, mais ils ne la démontent pas. Et dans ce cas, les enseignants démontent la boîte et parce qu'ils pensent que les formules résultent de l'analyse de la boîte déployée. Et ici, nous avons la plupart des enseignants. Dans le deuxième bout, qui est répondre à la question comment imbriquer les boîtes, nous avons trouvé 4 schémas. Parce qu'il y a des groupes d'enseignants qui décident d'imbriquer les boîtes sans utiliser les feuilles d'INA. Ça, ce n'est pas possible, mais ils ont pris cette décision. Et ils pensent qu'il faut utiliser des feuilles de plus en plus petites, que les boîtes sont imbriquées si les grandeurs calculées sont plus petites, et qu'il faut fabriquer des boîtes pour vérifier qu'elles s'imbriquent. Et les boîtes fabriquées avec des feuilles de plus en plus petites sont imbriquées. Et dans le deuxième, ils pensent, bon, je n'utiliserai pas les feuilles d'INA, mais il faut établir un critère pour augmenter ou diminuer les feuilles. Et les autres enseignants, ils pensent à imbriquer les boîtes en utilisant les feuilles d'INA. Et vous savez que nous avons entre ces deux et les autres deux presque la moitié. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des enseignants qui restent proches des chiffres. Ils sont un modèle où ils pensent qu'il faut utiliser les mesures des feuilles et que les boîtes seront imbriquées si les grandeurs calculées sont successivement mineures. Et dans les derniers cas, que c'est les plus proches des maths, il faut imbriquer les boîtes ils vont imbriquer les boîtes, c'est les sous-bouts, imbriquer les boîtes en utilisant les feuilles d'INA et vérifier que les boîtes sont imbriquées en obtenant les proportionnalités liées aux feuilles d'INA. Ici, ils pensent qu'il faut utiliser la proportionnalité entre les côtés de feuilles d'INA et ça c'est très important parce qu'ici, il y a beaucoup de contenus liés à la géométrie et à l'algèbre si on va obtenir la proportion. Et aussi que la proportionnalité entre les côtés détermine les séries géométriques liées aux feuilles et aux dimensions des boîtes. Dans la situation d'enseignement, il faut dire que ici, les enseignants ont fait une modification à l'artefact. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ici que nous avons 25 enseignants, et dans ce cas, 25. Ça veut dire que les autres ont choisi, ils ont partagé l'artefact. Ces enseignants qui vont enseigner les fonctions polynomiales d'une variable et les autres qui
qui enseigneront les séries géométriques. Et ici, nous avons certains sous-bouts. Les élèves obtiendront les formules en fabriquant les boîtes avec des feuilles dont les côtés sont fixés par l'enseignant. Et les formules, ils sont des invariants comme les formules sont obtenues par généralisation en connaissant les deux côtés des feuilles. Et il faut réduire les formules à une variable, ça c'est très important. Les variables sont réduites en fixant une dimension, n'importe quelle dimension. Et dans le deuxième schéma, les élèves obtiendront les formules à partir de la boîte déployée. Les élèves, dans ce schéma, les enseignants pensent que les élèves obtiendront les formules si l'enseignant fixe la mesure du côté de la feuille qui a 6 plis. Et ça va à créer un gros problème. Et ce sont très peu les enseignants, mais il faut les raconter, non? Ils pensent qu'il est nécessaire de fixer les côtés de la feuille qui a 6 plis. Et ils pensent que les formules sont obtenues en analysant les relations géométriques résultant du pliage de la feuille. Ça, c'est très important. Et ils sont aussi des invariants liés, qui sont communs, liés à la nécessité de que c'est l'enseignant qui doit définir la fonction et pas les étudiants, et qu'ils ont besoin toujours d'une formule. Et aussi, ici, on trouve des invariants liés à l'utilisation du GeoGebra, du software GeoGebra, et aussi à la nécessité de motiver les étudiants. Dans le troisième schéma, ils pensent que les élèves, les sous-bouts, c'est que les élèves obtiendront les formules à partir de la boîte déployée, et ça c'est très important parce qu'ici il y a une idée de qu'il faut modéliser et les expressions algébriques vont découler du modèle. Et les élèves obtiendront les formules si l'enseignant fixe la mesure du côté de la feuille qui n'a pas 6 plis. Et vous avez ici beaucoup d'enseignants. Ça, c'est la différence la plus importante. Et finalement, quand nous analysons les autres enseignants, ceux qui ont décidé qu'ils vont enseigner les séries géométriques, et nous avons un schéma qui a comme sous-bout les étudiants découleront des chiffres, la proportionnalité entre les côtés des feuilles d'INA et formuleront l'énième terme de la série. Et ici, ils pensent que c'est très important de fabriquer les boîtes avec l'Hermès. Les formules de la boîte sont obtenues en analysant les relations géométriques découlant du pliage de la feuille. Mais il pense que pour les étudiants, la manière plus simple d'obtenir les relations entre les côtés des feuilles est avec des nombres. Et vraiment, vous avez vu les expressions algébriques, ça, ce n'est pas possible. Ici, nous avons des enseignants qui proposent un schéma, ou qui ont un schéma, excusez-moi, lié aux chiffres. Il y a un deuxième groupe qui pense que les élèves formuleront l'énième terme de série et la constante de proportionnalité étant en information. Ça veut dire qu'ils vont donner l'information de la constante ou ils vont faire que les étudiants cherchent sur l'Internet la valeur de la constante. Et un dernier et le plus petit groupe des enseignants qui ont le sous-bout que les élèves obtiendront géométriquement, en utilisant le théorème de Thalès, la proportion des feuilles linéaires et formuleront l'énième terme de série géométrique. Et ici, c'est très important que la constante de proportionnalité entre les côtés des feuilles A découle, pour ces enseignants, découle géométriquement, et ils essayeraient d'enseigner ça, et qu'il faut formuler les séries de manière algébrique,
et que les voies seront imbriquées si tous les côtés et les dimensions sont proportionnelles. Excusez-moi, j'ai dû aller très vite. Bon, comme des conclusions, je peux dire que dans la situation 1, que c'est la situation d'étude, tous les participants répondent en analysant peu les savoirs. Et l'artefact, ça veut dire les pairs, est traité comme un tout. Seuls quelques enseignants associent explicitement les problèmes aux notions mathématiques, mais par contre, dans la situation 2, les enseignants effectuaient une modification sur l'artefact en divisant les connaissances mathématiques à enseigner des fonctions polynomiales ou des séries géométriques. Ici, il y a un invariant qui est un problème est associé avec un thème du programme. Les enseignants obtiennent d'abord ou proposent aux élèves de le faire les expressions en des variables, mais ça c'est bizarre parce qu'ils les négligent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ne les considèrent pas enseignables. Puis, il faudra réduire à une variable. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Et ces décisions sont prises en acte et ne découleraient pas d'une analyse préalable. Et dans tous les instruments générés par la situation d'enseignement, les problèmes n'est utilisé qu'au début, puis se poursuit d'une manière traditionnelle. Les séries géométriques sont liées à la question seulement dans la situation 2. Et ça veut dire quoi? Qu'initialement, les séries n'étaient pas sur les radars de ces professeurs. Et cependant, des schémas reposent sur les mesures de Feldina plutôt que sur les rapports proportionnels, la géométrie et l'algèbre. Et de ce côté, c'est très intéressant parce que dans certains entretiens, ici, nous seulement présentons l'analyse sur les protocoles écrits. Mais quand on parle avec un enseignant et on lui pose la question, mais dis-moi, tu es intéressé à enseigner les expressions en des variables à l'école secondaire? Et il dit non, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi tu les développes? Et les enseignants disent, il fait comme ça, il prend sa tête avec la main et il dit, est-ce que nous sommes tellement sévères par les programmes? Et des autres enseignants, quand on les pose la question, mais pourquoi est-ce que tu as fixé les côtés qui n'ont pas les plis? Et il dit, ah vraiment, moi je ne sais pas pourquoi, je le fais seulement. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'ils ont fait le choix correct, même ils ne savent pas pourquoi. Et ils le savent en acte. Et les savoirs qui ne sont pas habituellement enseignés activent certains gestes du questionnement et ce sont les séries géométriques. Et ça, c'est une chose très importante pour nous. Pourquoi? Parce que notre problème est comment introduire les pairs dans le radar des enseignants. L'analyse mathématique didactique réalisée par les enseignants est vraiment faible et insuffisante. Et ça, c'est un problème pour les pairs parce que le questionnement du savoir est indispensable pour s'approcher aux pairs. Mais c'est très important de noter que nous n'attribuons pas ces gestes à une limitation des connaissances mathématiques des enseignants. Dans la situation d'enseignement, les aspects productifs de l'activité prédominent sur les aspects constructifs. C'est ça peut-être le problème.
les problèmes ou les faits. Et notre recherche, nous pensons qu'il nous ouvre de nouvelles perspectives pour étudier ce qui Grégory nous a parlé tout à l'heure, l'incidence du système d'instruments et le rôle du programme habituel. Nous pensons que l'élément pivot de ce système d'instruments, c'est les programmes, mais pas les programmes officiels, les programmes enseignés. Et c'est ce programme qui orienterait les modifications contraires au questionnement du savoir que la plupart d'entre eux réalisent sur les dispositifs. Je m'excuse parce que je dois aller très vite. Je vous remercie. Et je vais laisser ici les sites avec tous les documents de Gérard et des phrases que la pensée opportuniste et la pensée fait de tout bois qu'il disait tout le temps et que j'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Excusez-moi, parce que je suis consciente que je dois aller très vite. Rita? Merci. Oui. Gabriel, je te donne la parole. Non, c'est à toi. C'est à toi. C'est à moi. Mais écoutez, on n'a pas beaucoup, on n'a plus de temps malheureusement pour les questions puisqu'on arrive à l'heure. Que faire? J'ai essayé de faire très vite, mais Ouais. Peut-être c'est parce que j'ai pris 10 minutes, pas une plus. question très rapide ou deux dans le chat. À mon avis, je crois, si vous êtes tous d'accord, on pourrait passer à la prochaine table ronde parce que les traducteurs ont besoin de quitter après 15 heures, 20 heures en France. Donc, je ne sais pas, mais si vous êtes d'accord, on peut passer à la prochaine. Oui. Ouais. Bien sûr, merci. Merci à tous les trois. Merci pour vos interventions. Et puis, nous allons passer donc à la prochaine table ronde dans quelques instants. Gabriel? À mon avis, on peut laisser quelques 10 minutes, c'est juste pour faire la transition. Je vais laisser la liaison, le lien ici, sur le chat. Donc, on peut arrêter ici, on recommence dans ce nouveau lien. D'accord? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Véronica, merci Grégory. Merci à vous. Merci.